Oui, ces diagnostics sont posés plus fréquemment qu'il y a 20 ans, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment plus d'enfants neuroatypiques ou est-ce qu'on les détecte mieux? Se reconnaître dans une liste de symptômes sur Instagram n'est pas un diagnostic. La neuroatypie, c'est une réalité neurologique pour environ 15 à 20% de la population, ce qui n'est pas rien. En fait, non, le diagnostic est censé ouvrir une porte et pas enfermer 10 autres. Donc faites-lui confiance et faites-lui confiance à vous aussi. HPI, TDAH, TSA, 10. Ces sigles, en fait, on les entend partout, sur les réseaux, dans les écoles, dans les cabinets, dans les conversations de parents à la sortie de l'école. Et forcément, les questions arrivent. Avant, on n'entendait pas parler de tout ça. Et maintenant, tout le monde en parle, tout le monde a un diagnostic. C'est un peu trop facile de tout mettre sur le compte de la neuroatypie, non? Ou encore, est-ce que c'est vraiment plus fréquent? Ou on cherche juste des étiquettes, en fait, pour excuser des comportements? Ces questions, je les entends tout le temps, dans la bouche des grands-parents, des enseignants, parfois des médecins aussi, et parfois dans la tête des parents eux-mêmes, qui se demandent en fait si leur enfant est vraiment neuroatypique, ou s'ils cherchent juste une explication à ce qui les dépasse. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question, franchement, sans esquiver, et avec ce que je vois sur le terrain, chaque semaine, dans mon travail. Parce que la vérité, comme souvent, elle est plus nuancée que le débat qu'on entend. Alors, bienvenue dans Wonder Parent. Je suis Noémie, thérapeute en guidance parentale, psychoéducation et réflexes archaïques, spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement. Et aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Alors commençons déjà par ce qui est vrai. Oui, ces diagnostics sont posés plus fréquemment qu'il y a 20 ans, par exemple. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité statistique. Alors que la question se pose, est-ce qu'il y a vraiment plus d'enfants neuroatypiques ou est-ce qu'on les détecte mieux? La réponse, c'est les deux. Et voilà pourquoi. Première raison, les outils de diagnostic ont vraiment évolué. Pendant des décennies, en fait, les critères diagnostiques étaient très restrictifs. On repérait les cas les plus sévères, les plus visibles. Aujourd'hui, les outils sont plus fins, plus précis. On voit ce qu'on ne voyait pas avant et des profils qui passaient entre les mailles, surtout par exemple chez les filles, TDAH, qui compensaient en silence, ou encore chez les enfants, TSA, c'est-à-dire avec de l'autisme, sans déficience intellectuelle, ou encore les HPI qui souffraient sans que personne ne comprenne pourquoi, sont enfin identifiés. Deuxième raison, la société a changé et elle est moins tolérante à la différence. Et ça, c'est une vraie réalité. Un enfant agité dans une classe de 15 élèves en 1975, ça se gérait différemment qu'un enfant agité dans une classe de 30 élèves aujourd'hui, avec des programmes chargés et des enseignants épuisés. Le système scolaire actuel demande une homogénéité, une conformité, une capacité à rester assis et à se taire pendant des heures, et qui ne correspond pas du tout au fonctionnement naturel d'une partie significative des enfants. Est-ce que toi, tu arriverais à rester pendant 7 heures assis sur une chaise, sans bouger, sans parler? Alors imagine ton enfant. Ce n'est pas que les enfants ont changé, c'est que le contexte, en fait, dans lequel ils évoluent est devenu moins accommodant pour des profils différents. Troisième raison, la parole s'est libérée. Les parents parlent davantage, les professionnels communiquent davantage. Alors, c'est sûr, les réseaux sociaux ont permis à des familles isolées de se reconnaître dans d'autres histoires et de chercher des réponses. Ce n'est pas un problème, moi je trouve qu'au contraire, c'est un progrès. Donc, effet de mode? Non, je ne pense pas. Meilleure détection? Oui, dans un contexte qui met plus en difficulté les profils atypiques. Et ça, c'est très différent. Maintenant, et c'est là que je vais être vraiment honnête avec toi, il y a aussi des dérives. Ouais. Et les nier serait vraiment malhonnête de ma part. Dérive numéro 1, le diagnostic comme explication qui ferme à la conversation. Pourquoi je dis ça? Quand j'accompagne des familles où le diagnostic est devenu une étiquette figée, comme il est TDAH, donc il ne peut pas faire ça. Ou encore, j'entends
elle est HPI, donc elle s'ennuie forcément. En fait, non, le diagnostic est censé ouvrir une porte et pas en fermer 10 autres. Quand il devient une identité fixe plutôt qu'un outil de compréhension, on ne va pas identifier un enfant parce qu'il est HPI, parce qu'elle est TDAH. Non. En fait, ça fait plus de mal que de bien. C'est une clé de compréhension, ce n'est pas une identification. Dérive numéro 2, le diagnostic est posé trop vite sans bilan complet. Et oui, ça arrive plus qu'on ne le pense. Le nombre de parents, en fait, qui arrivent chez moi avec un diagnostic posé en une consultation de 20-30 minutes, ça arrive et c'est vraiment préoccupant. Un vrai bilan neuropsychologique prend du temps. Il se fait en plusieurs fois. Il croise plusieurs sources d'informations. Il ne se résume pas à un questionnaire en ligne ou à une impression clinique rapide. Un diagnostic mal posé peut faire autant de dégâts, en fait, qu'un diagnostic manqué, parce qu'il oriente toute une famille sur une fausse piste pendant des années, et l'enfant ne peut pas se construire sur un socle qui est faux. Dérive numéro 3, la suridentification sur les réseaux sociaux. Alors ça, je le dis clairement. Et j'espère que tu m'entendras avec bienveillance, s'il te plaît. Se reconnaître dans une liste de symptômes sur Instagram n'est pas un diagnostic. L'hypersensibilité, la provocation, la difficulté à rester concentré, ce sont des traits humains. Voilà. Ils peuvent être des signes de neuroatypie, c'est vrai. Ça peut te donner la puce à l'oreille, ça peut te donner l'envie d'aller consulter. Ils peuvent aussi être signes d'un épuisement, de surcharge ou d'anxiété, ou clairement d'un environnement inadapté. Donc attention, on ne pense pas forcément à la neuroatypie. La neuroatypie n'est pas une tendance identitaire. C'est un mode de fonctionnement neurologique réel avec des impacts réels sur la vie quotidienne qui mérite une évaluation sérieuse et pas un auto-diagnostic ou pas une auto-étiquette. Donc s'il te plaît, ne te fie pas totalement à ça. Après des années d'accompagnement, voilà ce que je vois vraiment. Je vois des enfants qui souffrent depuis des années, à qui on dit que c'était un manque de motivation, un problème d'éducation, un caprice. Alors ça, le caprice, je l'entends vraiment très souvent. Et qui arrivent enfin avec un diagnostic qui dit « Non, ton cerveau fonctionne différemment et c'est pour ça que c'était si difficile. » Ce diagnostic-là, il libère, il guérit quelque chose, autant pour l'enfant que pour les parents. Je vois aussi des adultes diagnostiqués à 35 ans, 45 ans, 55 ans, qui comprennent soudainement pourquoi toute leur vie a été compliquée que celle des autres, qui pleurent de soulagement, qui se disent enfin qu'ils ne sont pas fous, pas paresseux, pas incompétents. Mais aussi, je vois des parents épuisés, qui se battent depuis des années pour leurs enfants sans pouvoir mettre des mots dessus, pour qui le diagnostic est la première brique d'un accompagnement qui va enfin dans le bon sens. Et je vois aussi, soyons honnêtes, des familles qui cherchent dans le diagnostic une réponse à des difficultés qui ont d'autres causes. Des enfants surmenés, sous-stimulés, dans des environnements familiaux très stressants, dont le comportement ressemble à des profils neuroatypiques, mais en fait qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que le bilan complet, fait par un professionnel formé, reste indispensable. Pas pour coller une étiquette. Je peux plus d'entendre cette phrase-là. Parce qu'en fait, l'étiquette, elle a déjà été attribuée par un professeur. Mais l'étiquette va être un enfant agité, par exemple. Mais ici, le diagnostic permet de comprendre vraiment ce qui se passe pour cet enfant dans sa vie à lui. Alors, effet de mode ou réalité ? Je vais te retourner la question. Est-ce que le vrai problème, c'est qu'on diagnostique trop ou qu'on a mis trop longtemps à regarder ses enfants et ses adultes avec les bons outils ? Pendant des décennies, des millions d'enfants ont traversé une scolarité douloureuse sans que personne comprenne pourquoi. D'ailleurs, ne cherche à comprendre pourquoi. Des milliers d'adultes ont vécu dans le sentiment permanent de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à leur place, sans jamais savoir que leur cerveau, en fait, fonctionnait juste autrement. Le trop de diagnostics, c'est peut-être le rattrapage d'années sous-détectées. Ce qui ne veut pas dire
qu'il faut diagnostiquer tout le monde. Non, j'ai pas dit ça. Ce qui veut dire qu'il faut évaluer sérieusement quand il y a des signaux et ne pas balayer d'un revers de main ce qu'un parent, en fait, observe ou ce qu'un enfant vit ou ce qu'un adulte ressent depuis toujours. C'est ce que je dis à chacun, faites-vous confiance. Faites confiance à votre enfant. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque. Donc faites-lui confiance et faites-vous confiance à vous aussi. La neuroatypie n'est pas une mode. C'est une réalité neurologique pour environ 15 à 20% de la population, ce qui n'est pas rien. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'on commence enfin à la voir, à la nommer et parfois maladroitement à aller un peu trop vite. Mais surtout, à commencer à l'accompagner. Et ça, c'est un progrès, même s'il est imparfait. Alors si tu es parent et que tu te poses ces questions, voilà ce que je veux que tu retiennes. Ton instinct compte. Et ça, c'est la phrase numéro 1 que je répète tous les jours. Si tu perçois quelque chose chez ton enfant, une difficulté, un décalage, quelque chose qui ne colle pas, fais-lui confiance, fais-toi confiance. Ce n'est pas parce que le médecin dit « il prend son temps » que tu as tort. Non, moi aussi je l'ai entendu et au final, on voit ce que ça donne. Deuxième chose, le diagnostic n'est pas une fin en soi. C'est un outil, il doit servir à mieux comprendre et à mieux accompagner. Et c'est pas poser une étiquette et à arrêter de chercher. Non, ce n'est que le début du chemin. Troisième point, méfie-toi des raccourcis. Un questionnaire en ligne, une liste de symptômes sur les réseaux, une intuition, ça peut être un point de départ. Oui, ça ne ressemble pas à un bilan sérieux, par un professionnel formé qui prend le temps de regarder ton enfant dans sa globalité. Et si tu attends depuis des mois un bilan, si le système te dit 2 ans de liste d'attente, oui, ça je sais parce que j'y suis passée aussi, sache que tu n'as pas besoin d'attendre le diagnostic pour commencer à agir dès maintenant, aujourd'hui, ici, tout de suite. Il y a des choses qu'on peut mettre en place, que tu peux explorer, comprendre et mettre en action tout de suite, sans papier, sans étiquette. C'est exactement ce qu'on fait dans mes accompagnements. Alors la ressource du jour, je vais te la présenter, c'est un livre qui donne en fait une vision équilibrée et bienveillante de ce qu'on recouvre vraiment la neuroatypie, sans excès ni minimisation. C'est Neurodiversité de la souffrance à l'épanouissement de Mélanie Ouimet. Je te mets de toute façon la référence dans la Wonderlist que tu peux télécharger juste en dessous de la vidéo. Et dans cette Wonderlist aussi, je vais te mettre un document que je prépare pour les différents rendez-vous de bilan de diagnostic qui permet de retracer un petit peu tout l'historique que tu as avec ton enfant pour éviter de le répéter à chaque fois devant lui. Bon alors, si tu m'as suivi jusque-là dans cette vidéo, HPI, TDAH, TSA ou 10, est-ce que c'est vraiment un effet de mode pour toi? Évidemment que non. C'est une réalité enfin visible. Alors imparfaitement, et parfois maladroitement, c'est certain, mais au moins elle a le mérite d'être visible. Et chaque enfant, chaque adulte qui reçoit enfin des réponses et a des années de souffrance silencieuse, c'est une victoire. Et ça, c'est pas une dérive. Si tu veux qu'on explore ensemble le fonctionnement de ton enfant, sans attendre 2 ans de liste d'attente, Wonder Parent Solo est fait pour ça. Un accompagnement individuel qui part de toi, de ton enfant, de votre réalité. Le lien pour réserver ton appel, il est juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux avancer entouré d'autres parents qui vivent la même chose que toi, bienvenue dans Wonder Parent, la team. Je t'y attends avec plaisir. Et si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, évidemment, alors je vais un petit peu faire ma youtubeuse, mais tu sais que tu peux t'y abonner. Et je t'y retrouverai avec grand plaisir pour les prochaines. Ça m'aide énormément à faire connaître Wonder Parent à d'autres parents qui en ont besoin. Alors à très vite Wonder Parent.